Bonjour Patricia, Bonjour Françoise et bonjour à tous. bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous avons envie d'aborder un sujet qui est assez peu traité, nous semble-t-il, c'est le rêve transgénérationnel. Alors, le rêve, bon, on sait ce que c'est, on en fait tous toutes les nuits en principe, même si on s'en souvient pas. On sait que Freud a considéré que le rêve était une sorte d'expression des désirs refoulés, essentiellement sexuels, d'ordre sexuel. Et pour schématiser, on va dire que Jung a une approche plus globale de mise en contact avec des subpersonnalités, des parts de soi qui n'ont pas pu s'exprimer dans la vie. Alors, le rêve est-il, quand on fait de l'analyse transgénérationnelle, une voie royale pour aller prendre contact avec l'inconscient, que notre inconscient prenne contact avec l'inconscient collectif, l'inconscient de notre système, et nous permette, euh, en accédant à d'autres espaces et d'autres temps, d'ouvrir un nouveau champ et d'éclairer certaines parties de notre arbre. Alors, je voulais savoir, Françoise, quelle place occupe le rêve dans l'analyse transgénérationnelle de tes consultants? Euh, bon, c'est un outil dont je me sers de plus en plus, mais qui effectivement ne fait pas partie de l'enseignement du transgénérationnel. Euh, En principe, on a d'autres outils qui sont des accès directs à l'inconscient, qui sont bon, tout le travail qu'on peut faire sur l'arbre, qu'on qu'on montre, dont on parle dans toutes ces chroniques, la manière dont on dessine, toute notre grille de lecture. Ensuite, on a les outils complémentaires, la psychophanie, l'hypnose transgénérationnelle, les constellations. Donc, a priori, on n'a pas besoin de ce truc mystérieux où tout le monde depuis des siècles se casse la tête pour essayer de savoir ce que ça peut bien vouloir raconter. Mais à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement présent dans la vie des gens. Pour la psychanalyse, c'était la voie royale d'accès à l'inconscient. Et dans tous les outils que j'ai pu citer, il y a toujours un intermédiaire. Alors que là, on se retrouve face à la personne un peu sans filtre, telle qu'elle est, seule avec elle-même. Donc, ce serait dommage de s'en passer. Pour autant, c'est une question de se dire, est-ce que ça existe, le rêve transgénérationnel? Alors, pour nous, qui faisons de l'analyse transgénérationnelle et qui sommes psychogénéalogistes, on passe notre temps à, à observer, à mesurer qu'on est encombré par ces émotions de nos ancêtres, ces loyautés, des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on a vécu personnellement. Donc, ce serait bien étonnant que le rêve, qui est un mécanisme de décomposition de notre histoire, de notre réel, pour une recomposition selon des règles qui nous échappent, échappe à ça. Pour autant, c'est vrai que ce que je pourrais en dire, c'est assez expérimental pour le moment parce qu'il y a assez peu de personnes qui travaillent sur ces questions-là. Il n'y a aucun livre là-dessus. Bon, moi, j'ai toujours fait des thérapies avec des thérapeutes qui décodaient les rêves. Ça m'a plus ou moins parlé, donc je pense qu'ils sont plus ou moins tombés justes. Mais il y a eu quand même régulièrement des petites avancées dans le transgénérationnel. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, voilà, j'ai envie de parler un peu de ce qui nourrit ma réflexion pour me dire que ça existe bel et bien. Et je dois dire que ça se repose aussi sur mon expérience personnelle. Donc le rêve, ça existe depuis la nuit des temps. Dans l'Antiquité, c'était les dieux qui venaient parler et avec une dimension prédictive. L'Iliade et l'Odyssée sont pleins de ces rêves qu'ont fait les héros devant des places fortes qu'ils devaient prendre, des guerres qu'ils allaient commencer ou qu'ils allaient perdre. Bon, aujourd'hui, effectivement, depuis que la psychanalyse s'en est emparée, on considère que c'est une expression de l'inconscient. Pour autant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Freud, comme tu l'as dit,
il a donné une clé de lecture universelle, que quand même on considère aujourd'hui comme beaucoup trop limitative, voire plus tellement opérante, parce que cette histoire de frustration sexuelle qui s'exprimerait dans les rêves, ça correspondait à une société où c'était quand même une donnée très importante, la contingence sexuelle. Aujourd'hui, c'est plus le cas de notre époque. On a plutôt une problématique dominante de borderline ou d'état limite. Et donc, voilà, Freud, quand même, de ce point de vue-là, du côté de sa clé unique, il est un peu déboulonné. Par contre, il a posé des méthodes d'analyse qui restent encore assez présentes, qu'en fait, il a identifié qu'on pouvait repérer plusieurs séquences dans le rêve, et que c'était ces séquences qu'on analysait, et que le rêve était un récit sous forme de rébus. Donc, comme il n'a pas été du côté transgénérationnel, ça ne nous avance pas beaucoup de savoir ça. Donc, du côté de Freud, on a rien sur lequel s'appuyer. Du côté de Jung, c'est la grande référence pour les rêves. Il a beaucoup parlé, bon, effectivement, d'aspects de la psyché que tu as cité, mais aussi des grandes mythologies, des archétypes, des symboles. Et on n'a pas le droit de critiquer Jung aujourd'hui, mais il y a quand même un peu quelques personnes qui le font. Et notamment, il y a quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, qui est celui qui a mis en place l'ethnopsychiatrie, qui s'appelle Toby Nathan, qui lui s'intéresse aux migrants et aux cultures donc différentes, plus traditionnelles, pour soigner les gens à partir de leurs croyances. Et comme il se trouve que leurs croyances, elles sont très archétypiques, ça renvoie à notre fond d'archétype, mais lui-même dit que, attention, aujourd'hui, les cultures sont tellement mélangées que est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces archétypes pour comprendre un rêve, surtout qu'on est aussi dans une société où on a un peu laissé tomber tout ça. Donc, il faudrait connaître un peu la culture rituelle de la personne, dans quel milieu elle a grandi, comment on traitait les morts, comment on les enterrait, quels étaient les rituels auxquels il assistait, quelles étaient les croyances profondes, l'existence du diable, enfin de toutes ces données-là avec lesquelles on ne travaille pas d'habitude. Et donc, voilà, ça m'intéresse aussi parce qu'il commence un peu à déboulonner Jung de sa statue, et il reconnaît qu'effectivement, comme Freud, le rêve est fait de séquences, mais il trouve qu'on ne peut pas tellement s'appuyer sur son fondement. Et il dit quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'en fait, le rêve est vraiment fait pour être raconté, pour être complet. Il y a vraiment besoin d'un interlocuteur, d'un autre pour comprendre le rêve. Le rêve est inachevé, quoi, en quelque sorte. C'est un processus inachevé s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter. Donc là aussi, moi, ça ne m'a pas fourni de clés pour progresser dans la réflexion sur le rêve. Mais il y a un troisième personnage quand même dans ces pères fondateurs de la psychanalyse qui s'appelle Ferenczi, qui a été, comme Jung, un disciple de Freud, et qui lui a pointé l'importance du trauma. Et il est mort tôt, alors on le redécouvre depuis les années 70. Il a été rejeté par Freud comme c'était un peu la règle. Mais voilà, parler du trauma, c'est important parce que nous, quand on travaille sur les rêves, on travaille vraiment sur le trauma des ancêtres pour mesurer jusqu'où ça devient notre trauma personnel. Et là, dans les rêves habituels, voilà, quand on étudie donc l'état des lieux psychique du trauma, qui n'est pas seulement la réminiscence de l'accident, quoi, de ce qui a créé le trauma, mais qui est aussi l'expression de la résistance du psychisme au choc qu'a été le trauma. Quand on étudie ça, on peut se demander de quel trauma il s'agit. Et là, si je m'appuie sur mon expérience,
Je dirais qu'il y a deux sortes de rêves qui parlent du trauma. Il y a ceux où la menace est très concrète. Dans le rêve, on a vraiment très peur. Il y a un assassin qui rôde, il a un couteau à la main ou un pistolet. Et quand ces rêves sont précis, j'ai le sentiment ou même la conviction que c'est un trauma qui nous appartient et que quelquefois on a refoulé, ou en tout cas pas suffisamment, pas encore soigné ou pas suffisamment soigné. Et il y a toutes sortes de rêves où la menace est beaucoup plus diffuse, où on se trouve avec des eaux stagnantes, où on se trouve avec du brouillard, où c'est imprécis. Et donc là, pour moi, il pourrait bien s'agir de rêves transgénérationnels. Alors, Alors, en fait, ça renvoie, je pense, à des endroits de l'arbre où rien n'a été symbolisé. oui, où on est vraiment dans ce qu'on travaille Donc, il y a un brouillard psychique. voilà, où on travaille en psychogénéalogie là-dessus, quoi. Donc, moi, je vois sur mon expérience où j'ai vécu une agression importante dans la petite enfance que j'avais complètement oubliée, qui est remontée après, quand j'ai commencé à travailler mon arbre, qui avait quand même échappé à 20 ans de psychanalyse et de thérapie. Et bon, j'ai le sentiment que c'est soigné, j'ai fait de l'EMDR, je peux en parler vraiment sans émotion, j'ai plus les symptômes que j'avais, donc je considère que c'est quand même guéri peut-être à 95%. Mais quand on analyse mes rêves, ça retombe toujours sur l'histoire du trauma et d'une manière qui me paraît pas, qui me parle pas, quoi. Donc j'en suis arrivée à la conclusion pour le moment, jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, que c'est le trauma des autres qui est pas soigné, quoi, comme tu disais, C'est ça. pas symbolisé, pas digéré. Comme Euh, si parfois il y avait un carrefour, il y a un carrefour entre l'inconscient collectif, l'inconscient donc du système et l'inconscient de l'individu, et que ça faisait caisse de résonance. Donc parfois, je pense que dans un rêve, il y a à la fois plusieurs registres d'interprétation, avec une part qui est en lien avec nos propres histoires, et qui fait écho, qui font écho et caisse de résonance au trauma des ancêtres. Bah, c'est le principe de la psychogénéalogie, c'est que effectivement ça redescend sur nous et que nous Voilà. on commence de notre base et on remonte au contraire. Bon, j'utiliserai pas forcément le registre de l'inconscient collectif, mais bon, c'est une autre histoire dont on parlera une autre fois. Donc voilà, l'histoire de la façon dont le trauma, des deux types de rêves traumatiques, ça pour moi c'est une entrée dans le transgénérationnel. Mais c'est pas la seule. L'autre entrée, c'est les chiffres qui nous occupent beaucoup aussi dans le transgénérationnel. Et là, dans les rêves, il y a quelquefois des chiffres, des dates précises. Il y a aussi la spatialisation, quoi, avec on monte au quatrième étage ou on descend au quatrième niveau, quatrième sous-sol. Pour moi, ça c'est assez clair. Vraiment, je discute de quasiment plus que il s'agit de quatrième génération et que ça, c'est vraiment une indication transgénérationnelle qu'il faut aller chercher à ce Il peut niveau-là. même arriver qu'on entende ou oui, qu'on entende des dates, parce que Oui, moi, ça m'est arrivé, comme si j'entendais donc dans mon rêve des dates ouais. précises. Moi, j'ai fait un rêve qui était aussi une sorte de guide au début où je commençais à me brancher sur le transgénérationnel, qui était l'histoire d'une mariée qui racontait qu'elle avait eu les jambes coupées le jour de son mariage et que c'était le 8 septembre 1958. Donc quelques années avant ma naissance. Donc, qu'est-ce que c'était que cette date, quoi. Et effectivement, j'ai vu à quoi ça correspondait et que c'était. J'ai mis longtemps à trouver, mais que effectivement, c'était une indication de quelque chose d'important qui venait de plus haut, quoi. Ah, voilà. Exactement. La troisième entrée, en fait, c'est Freud a dit que le rêve était un récit, comme un rébut, mais en fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces types de rêves, ou alors au milieu de rêve, tout d'un coup, il y a une figure qui arrive, qui en général, comme on pourrait dire au cinéma, un plan séquence, quoi, et des fois, c'est des gens, on pourrait décrire très précisément leur visage et on ne les connaît pas. Les années passent, effectivement, et c'est pas quelque chose de refoulé. Il y a vraiment des choses très précises là, des images qui viennent. Des fois, il y a
il y a des gens en tenue d'époque. Moi, quand je vois arriver quelqu'un en tenue d'un soldat de la guerre de 14 qui a été un grand pourvoyeur de fantômes pour les générations à venir et dont on n'est pas encore sorti, tout de suite, ça éveille mon intérêt. Une vieille femme habillée en tenue d'époque, il y a des fois, c'est assez clair que c'est un ancêtre qui est là, quoi. Après, bon, comme dans tout rêve, il s'agit de comprendre ce que ça veut dire. Et pour moi, c'est pas du tout l'histoire d'une clé universelle, mais plutôt une histoire de méthode, de diviser en séquences, ça je reste là-dessus, mais aussi d'aller chercher les éléments saillants, là où le rêve devient vraiment bizarre, ou à la périphérie, les détails. Oui, Euh, tu parlais de Gestalt, ce serait bien que tu développes un petit peu. Ouais, là, c'est un peu compliqué de venir parler de Gestalt parce que les gens ne connaissent pas. Ça fait partie du processus de décodage du rêve et là, on n'aurait pas le temps, tu vois, dans ce cadre-là. Mais disons que d'aller chercher en périphérie, dans les détails et de les exploiter, en général, le rêve est là. Quand le signifiant du rêve, ce que ça veut venir raconter, c'est un peu comme la personne qui, au moment de partir, sur le pas de la porte, vient te dire le truc super important qui l'a préoccupé pendant la séance et dont elle n'a pas parlé, quoi. Oui, Euh, souvent, des informations importantes se trouvent effectivement, comme tu dis, dans des détails qui paraissent anodins. hum, Et donc, c'est important d'être attentif à tous les détails d'un rêve. hum. Est-ce que Voilà. tu penses que quand un rêve apparaît avec donc des dimensions qu'on peut estimer transgénérationnelles, ça veut dire que la personne est sur un chemin de résolution de certaines problématiques? Ben, le rêve, c'est effectivement une sorte d'état des lieux d'où on en est, et le fait de raconter à quelqu'un qui va recevoir le récit et justement fait partie de la démarche thérapeutique. Il y a quelque chose qui sort, qui s'exprime, qui est entendu dans le monde, qui est entendu par un tiers qui en général a manqué, surtout quand il s'agit de trauma. Donc c'est vraiment la dimension thérapeutique classique du rêve qui s'exprime là. Et le fait que on puisse exploiter des éléments transgénérationnels, ça nous indique où aller chercher dans l'arbre et quel est le lien avec l'ancêtre qui fait, voilà, qui nous encombre, dont l'émotion nous encombre. Donc c'est vrai que le rêve est un outil privilégié, un outil dont on a la disposition relativement facilement, fréquemment, et il faut effectivement être très très attentif pendant tout le parcours thérapeutique avec nos consultants à tout ce qui peut arriver dans leur vie onirique qui va éclairer ce qui se passe en cabinet. Oui, parce que c'est vrai qu'en cabinet, il y a des moments, on comprend rien, quoi. On avance dans l'arbre, mais la problématique de la personne n'apparaît toujours pas, ça se problématise pas. Donc le rêve, effectivement, je l'utilise à ce moment-là, parce que c'est vrai que voilà, c'est plus facile pour un psychanalyste qui reçoit les gens toutes les semaines ou 2 fois par semaine d'avoir ce suivi très proche du quotidien de la personne. Nous, on l'a pas, les gens ils viennent quand même beaucoup moins souvent. Un rêve, ça met un peu de temps à s'analyser, quoi. Et puis surtout parce qu'il n'y a pas une clé type et que même les dictionnaires de symboles, finalement, ça va quand ils sont très vagues, mais quand ils sont très précis, c'est pas vraiment pertinent, quoi, comme tout ce qui est trop catalogue trop. Mhm. Mhm. Donc c'est vrai que moi je suis souvent handicapée par le fait que les gens ils viennent voilà, tous les 10 15 jours, voire 3 semaines, qui est un temps qui correspond au temps qu'il faut pour digérer effectivement des informations transgénérationnelles quand on travaille sur l'arbre et pour faire des recherches, mais qui est moins, voilà, qui mange un peu du temps de la séance et c'est dommage, quoi. C'est bien aussi qu'il y ait ce temps pour que ça pose et que ça infuse. Mhm. Ça a aussi un intérêt, je trouve. Mais c'est vrai que
il faut pas oublier que le rêve il faut pas l'oublier, ce rêve. Et parfois, il peut avoir une dimension qu'on imagine être en lien avec notre vie d'aujourd'hui. Et en fait, il y a des différents registres et différents focus à faire. Il est intéressant de le voir sous différents angles. On a une Et vie plus vaste que celle que notre quotidien actuel, quoi. voilà. Et c'est pas un hasard si on fait certains types de rêves pendant l'analyse transgé. Mm. Pendant ce laps de Mm. temps, ils sont souvent reliés. Mm. Euh, donc, c'est l'occasion, en fait, d'accéder à, encore une fois, un espace et un temps révolu. Comme c'est tout l'objet de l'analyse transgénérationnelle que de faire ce travail, ce voyage dans le temps et dans l'espace, l'activité onirique va dans le même sens et elle est extrêmement porteuse. Ouais. Et là, je pense qu'on va bientôt conclure, je voudrais ajouter quelque chose où ma réflexion sur ce que ça veut dire en termes transgénérationnels est loin d'être aboutie, mais quelque chose, moi, qui m'inspire beaucoup, c'est une hypothèse qu'a fait quelqu'un qui s'appelle Michel Jouvet, qui était neurobiologiste et qui est le premier à étudier le sommeil dans les années 70. Et c'est lui qui a identifié qu'on rêvait, du moins les rêves sur lesquels on travaille, dans la dernière partie, qui est dans le sommeil paradoxal. Et il s'est demandé à quoi servait biologiquement le rêve, puisque la nature est économe et tout ce qu'elle a pu mettre en place sert à quelque chose. Et donc, il fait l'hypothèse qu'en fait, on n'est pas fait pour être en grand groupe, à vivre en grand groupe. On n'était pas programmé pour ça dans des sociétés si larges et que, effectivement, l'être humain, avec sa spécificité psychique, qui se confronte à des groupes, à une forme de normalisation. Ça, on le sait que plus un groupe est nombreux, plus une assemblée est nombreuse, plus ça tend vers la normalisation, vers le consensus. Et en fait, la nature a besoin de notre spécificité psychique et donc le rêve serait une réinitialisation de l'individu, dans sa singularité, pour oublier tout ce qui s'est passé dans la journée qui tend vers l'homogénéité. Donc ça, c'est Oui, une chose que je trouve assez jolie, quoi, assez poétique. c'est très poétique Mm, et très juste, et ça va dans le même sens du travail en transgé qui consiste à revenir à sa singularité, à sa vraie mm. place et à son authenticité, alors que nous sommes tous conditionnés, évidemment, par notre système. Oui. Et effectivement, comme je te rejoins, le rêve, pour moi, est un écran qui nous donne des nouvelles à la fois de nous-mêmes, Mm, et puis un peu aussi de notre système. Et c'est intéressant. Il se met en place aussi aux endroits où nous manquons de mots, et donc il met en place des images pour remplacer ces mots qui n'ont pas été exprimés peut-être par nos ancêtres lorsqu'ils ont eu des traumas, lorsque la réalité les a blessés, lorsqu'ils ont été dans la frustration. Dans tous ces endroits-là, où on a manqué, on a manqué de symboles et de symbolisation. Le rêveur va pouvoir mettre des images, des symboles qui vont être comme des pansements, en fait, quelque chose qui va remplacer les blancs psychiques. Voilà, donc je trouve que le rêve nous permet cet accès à ces blessures de l'arbre. mm. Voilà. Voilà, mais je te remercie, Françoise, pour toutes Mm. ces explications. Et je vous dis à bientôt, donc à samedi. Oui, à samedi prochain. Au À revoir. bientôt.